Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, même si la période est un petit peu compliquée. Donc, je me présente, je suis Pascal Deluy, je suis le vice-doyen de la faculté de philosophie et sciences sociales. C'est la faculté qui organise un nombre important de cursus, en particulier en première année du bachelier, le bachelier en sciences politiques, le bachelier en sciences humaines et sociales, le bachelier en sociologie et anthropologie, le bachelier en philosophie, le bachelier en histoire de l'art, en histoire, en musicologie, pour ne citer que cela. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un petit peu les conditions de la rentrée, bien sûr, puisqu'on est dans une situation un petit peu particulière avec la crise du Covid et que donc nous devons prendre un certain nombre euh, de précautions, un certain nombre de mesures. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça. Essayer aussi de vous expliquer un peu la vie à l'université et à quoi je crois vous devez être attentif pour la réussite de votre année. Et bien évidemment, au terme de ce bref exposé, euh, on sera dans une session de questions-réponses. Alors, je vais surtout m'adresser aux étudiants de première année du bachelier, mais bien sûr, il y a d'autres étudiants primo-arrivants, notamment par exemple dans nos masters qu'on appelle des masters orphelins, comme le master en sciences de la population du développement, le master en gestion des ressources humaines, le master en sciences du travail, le master en éthique, le master en sciences des religions et de la laïcité, pour ne citer que cela. Donc, n'hésitez pas dans vos sessions questions-réponses à poser aussi des questions, le cas échéant, sur des masters. Donc, les conditions de la rentrée, ben, vous le savez, comme dans la vie en société, nous sommes un peu conditionnés par la crise du Covid et les précautions que nous devons prendre. Il y a un principe fondamental sur lequel nous travaillons, c'est qu'on doit bien sûr veiller à la santé des étudiantes et des étudiants, à la santé des personnels, le personnel enseignant, le personnel scientifique, le personnel administratif et technique. Donc, on essaye de faire une rentrée relativement normale, si je peux le dire ainsi, mais en même temps en veillant à votre santé et à la nôtre par la même occasion. Qui plus est, bien sûr, on est également en contact direct et tenu par les consignes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Conseil national de sécurité. Donc, on organise la rentrée dans les conditions qu'on espère les plus confortables pour vous dans la situation dans laquelle nous nous trouvons et les plus favorables pour vous pour bien assurer cette transition, qui est une transition importante dans la vie pour la plupart d'entre vous, pas pour tous, mais pour la plupart d'entre vous, le passage des études secondaires, allez, vous venez de terminer votre éto pour la plupart d'entre vous, vers l'université. Alors, comment ça va se passer en pratique? Ben, vous aurez pour chacun et chacune de vos filières une présentation. Cette présentation interviendra dans l'écrasante majorité des cas le lundi de la rentrée, c'est-à-dire le lundi qui précède le jour officiel de la rentrée, c'est-à-dire le lundi 14 septembre. Toutes ces présentations seront affichées sur le site web de votre filière, sur le site web de la faculté. Et donc, vous trouverez en même temps ben, la personne qui vous fera cette présentation, l'horaire de présentation et bien sûr la filière considérée. Donc ici, je vais m'en tenir plutôt à des principes généraux. Alors, le principe général que nous essayons d'appliquer, c'est d'essayer de faire en sorte qu'au maximum, les étudiantes et les étudiants puissent avoir des enseignements, des apprentissages en présentiel, c'est-à-dire dans les auditoires, pour les travaux pratiques, pour les travaux dirigés, pour les séminaires, dans les salles de séminaire. Donc, on essaye de faire cela. On le fait dans un contexte qui est défini par la ministre de l'Enseignement supérieur, qui est donc en contexte avec des couleurs qui vont de vert complètement normal à rouge, lockdown complet. Pour l'instant, nous sommes dans ce qu'on appelle le scénario jaune. Donc, on va organiser la rentrée dans le scénario jaune. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que nous pouvons faire du présentiel, comme je viens de vous le dire, mais moyennant certaines conditions. En fait, nous devons essayer de respecter deux choses principalement, comme ça vous avez un petit peu en tête la manière dont nous organisons les choses. La première chose, c'est de veiller à la situation dans les auditoires, et la deuxième chose, c'est de veiller à la situation sur le campus. Donc, sur le campus, on doit veiller à ce que, entre guillemets, tout le monde ne soit pas là en même temps. Donc ça, c'est assez important, c'est éviter qu'en même temps, toute la communauté étudiante soit présente sur son campus, que ce soit le campus du Solbosch sur lequel vous étudierez, ou le campus de La Plaine, ou le campus d'Anderlecht, ou pour ceux qui étudieront les sciences humaines et sociales à Charleroi, bien sûr, sur les campus de Charleroi. Donc, on doit avoir une réflexion sur un nombre maximal de personnes qui est présente en même temps sur le campus. Et bien sûr, on a le deuxième volet qui est la réflexion sur les auditoires. Donc, on ne peut pas occuper toutes les places dans les auditoires. Hein. En gros, on est sur un scénario d'une place sur deux. Et donc, ça nous oblige à faire des choses et à faire des arbitrages pour trouver la meilleure solution possible. Alors, quelle est en gros la voie que nous empruntons et la voie que nous essayons de mettre en place dans les différentes filières? Cette voie, elle est d'abord liée au nombre d'étudiantes et au nombre d'étudiants qui sont présents dans le cursus considéré. Hein, nous avons par exemple environ 70 étudiants inscrits dans le bachelier en philosophie en première année. Nous en avons à peu près 400 dans le bachelier en sciences politiques. C'est une organisation qui est un peu différente. Donc, on essaie de trouver une organisation adaptée au nombre d'étudiants par la filière. Quand le nombre d'étudiants est de 50 ou inférieur à 50, de manière générale, nous avons des auditoires assez grands pour que tous les étudiants puissent participer en présentiel, c'est-à-dire en général dans un auditoire qui prévoit à minima 100 places. Quand le nombre d'étudiants est au-delà de 50, cela dépend, et jusqu'à 100, cela dépend de la taille des auditoires, mais pour l'essentiel, on sera là aussi largement en présentiel. En revanche, bien sûr, quand nous avons des cohortes plus importantes, comme par exemple dans le domaine des sciences humaines et sociales et socio-anthropos ou dans le domaine de la science politique, là, nous allons pratiquer de la manière suivante. Nous allons diviser les cohortes, donc le total des étudiants, en deux. En deux, sur la base simplement de la première lettre du nom. Il y aura les étudiants dans la catégorie A à K et les étudiants dans la catégorie L à Z. Et on demandera aux étudiants de bien respecter ce qu'on leur demande en fonction de leur première lettre du nom de famille. Une semaine sur deux, les étudiants de A à K auront cours en présentiel et les étudiants L à Z auront en parallèle cours en distanciel, c'est-à-dire on sera dans une logique de streaming. Et bien sûr, la semaine suivante, ce sera l'inverse. Les étudiants A à K seront en streaming et les étudiants L à Z seront, eux, en présentiel. Donc ça va concerner les étudiants dans des grands auditoires. Alors, pour vous faciliter la vie, bien sûr, on vous rappellera et on vous énoncera tout cela sur le site web de la faculté, sur le site web des filières. Donc, mais retenez bien, pour un nombre appréciable d'entre vous, il y aura une distinction en fonction de votre lettre de famille. Et une semaine sur deux, vos cours pendant la semaine auront lieu en présentiel et une semaine sur deux, vos cours en distanciel, sachant néanmoins que même dans la semaine en distanciel, il y aura des moments où vous pourriez être présent, par exemple, pour les cours en séminaire. Donc, bien sûr, pour ceux qui sont en distanciel, la logique, c'est qu'ils puissent suivre le cours. Donc, dans l'écrasante majorité des cas, le cours se donnera dans ce cas-là via du streaming, c'est-à-dire qu'à l'horaire du cours, eh bien, ils auront l'opportunité de suivre le cours par streaming. Par ailleurs,
on a aussi convenu entre enseignants et en coordination entre les enseignants d'essayer aussi de présenter des parties de cours, voire complètement le cours, en capsule vidéo qu'on mettra sur ce qui est notre interface entre vous et nous, c'est-à-dire entre les étudiants et les enseignants, ce qu'on appelle l'université virtuelle, qui est donc une plateforme auquel vous avez accès, pour laquelle vous avez accès aux différents cours de votre cursus, et pour chacun des cours, d'habitude, sur l'université virtuelle, il y a deux choses que vous retrouvez le plus souvent, c'est des supports de cours de l'enseignante ou de l'enseignant, ou des ajouts aux cours dispensés à l'oral, ou des éclaircissements aux cours dispensés à l'oral, éventuellement des travaux qui seraient intéressants à lire. Et donc, pour cette année, on ajoutera assez régulièrement des vidéos ou des capsules vidéo ou des PowerPoint des PowerPoint commentés pour vous aider à suivre le cours et aussi, bien sûr, pour aider les étudiants ou les étudiantes qui seraient par exemple en situation de 14 ou auraient un problème immunitaire qui les empêcherait d'être pleinement présents sur le campus. Donc, il y aura un gros travail des enseignants et des enseignants, même dans les situations de présentiel, pour accompagner les étudiantes et les étudiants dans leur parcours et pour accompagner les étudiantes et les étudiants qui seraient en situation où ils ne pourraient pas assister aux cours en raison d'un problème de santé, par exemple. Donc, voilà un petit peu la logique. Donc, je vous l'ai dit, vous verrez dans vos horaires ce qu'il en est. Par ailleurs, pour chacune des filières et pour chacun des cours, vous aurez une indication. Vous aurez une indication sur le site web, comment ça se passe du point de vue des horaires, et le cas échéant, si parfois un cours se donne complètement à distance par la voie d'une session, ce qu'on appelle Skype ou Zoom. Chez nous, c'est Teams essentiellement. Donc, vous serez invité à aller sur Teams et parfois, les enseignants donneront cours sur Teams ou, par exemple, feront cours sur Teams parce qu'un certain nombre d'enseignants ont eux-mêmes parfois des problèmes de santé ou des problèmes immunitaires qui rend problématique qu'ils soient au contact d'une population de collègues ou d'étudiants. Et aussi, parfois, pour permettre de libérer des auditoires et de faire en sorte que les cours qu'on considère comme les plus importants pour les étudiants ou par filière, par exemple pour les étudiants de BA1, puissent avoir des auditoires plus grands. Donc, ce sera une rentrée où on va essayer au maximum pour vous de faire du présentiel, parfois dans une situation d'alternance, une semaine présentielle, une semaine distancielle, et on essaiera au maximum aussi de vous accompagner dans les processus d'apprentissage. Alors, à côté de ça, on est dans la situation que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on doit appliquer un certain nombre d'éléments et de principes de précaution, ce qu'on appelle désormais dans notre jargon, et vous l'entendez souvent à la télévision, un protocole sanitaire. Donc, il y a un protocole sanitaire qu'on va tous vous demander de bien respecter. Donc ça, c'est vraiment très important. On voudrait absolument éviter que dans les universités, et en particulier bien sûr à l'ULB, il y ait tout à coup ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des groupes d'étudiants ou des groupes de personnes qui sont affectés et qui nous obligeraient à faire des lockdowns partiels ou des lockdowns totaux. Donc, on vous demande et on demande au personnel, ce qu'il fait bien évidemment, d'appliquer un protocole sanitaire assez important, assez strict, mais c'est la condition pour bien atteindre cette ambition d'être en présentiel. Alors, quels sont les éléments principaux du protocole sanitaire? De manière générale, vous les connaissez assez bien maintenant, ils ne sont pas différents de la société. Le premier, c'est le port du masque. Donc, le port du masque est obligatoire. Il est obligatoire pour les personnels, il est obligatoire pour les étudiants. Le deuxième, c'est, on vous le dit souvent, c'est exactement la même chose sur le campus, c'est de bien respecter le principe des distances physiques. Donc, on essaie au maximum qu'on soit bien dans une logique de distanciel de 1 mètre, 1 mètre 50
en portant le masque. Donc, essayez de bien respecter ce principe. Le troisième, qui est en fait lié aux deux premiers, c'est d'éviter ce qu'on appelle les effets d'agglutinement. D'essayer d'éviter la ruche d'abeilles, que les étudiants se mettent ensemble, par exemple à l'entrée de l'auditoire ou par exemple à la sortie de l'auditoire. Donc, on a prévu un protocole à ce sujet, je vous en parle dans un moment, mais de manière générale, pensez bien à la logique qui est celle que l'on a connue pendant le confinement, qui est celle que l'on connaît encore un peu maintenant, qui est plutôt la logique de la file et pas la logique de l'agglutinement. Donc, on a pensé l'entrée et la sortie des auditoires dans cette optique-là, mais ça peut concerner d'autres choses. Par exemple, si vous allez au secrétariat, ne vous mettez pas en groupe devant la porte de secrétariat. Si vous allez chercher un sandwich ou si vous allez à la cafétéria prendre un déjeuner, respectez bien le principe de la file et évitez l'effet d'agglutinement. Donc ça, c'est vraiment très important de respecter cette logique-là. Et vous le verrez sur le campus, on vous demandera aussi d'essayer de respecter ce qu'on appelle un principe de circulation. Nous allons au maximum essayer de faire en sorte qu'il y ait, je dirais, pour les étudiantes et pour les personnels, une voie d'entrée et une voie de sortie qui n'est pas exactement la même. Et donc, on vous demande de respecter ces principes de sens de circulation. Vous le savez, c'est assez important qu'on se croise le moins possible. Donc, c'est assez important de bien respecter le sens d'entrée et le sens de sortie. Donc, ça, c'est un élément assez important. Alors, vous allez le voir au début de l'année académique, on va vous distribuer un pack avec du gel désinfectant, avec un certain nombre de lingettes. Pourquoi? Parce que on va aussi vous demander de faire une chose, c'est de participer à éviter que le virus se propage par hypothèse. Et donc, quand vous sortez d'une salle de séminaire ou quand vous sortez d'un auditoire, on vous demandera juste de laver votre tablette avec une lingette. Et on redistribuera bien sûr régulièrement des lingettes en manière telle que les étudiants qui vous suivent ne doivent pas le faire eux-mêmes et eux-mêmes le feront au terme de l'enseignement. Alors, il y a une dernière chose qu'on va faire de manière générale, c'est d'avoir des horaires d'entrée et de début et de fin de cours un peu aménagés. C'est-à-dire que d'habitude, les cours à l'ULB, comme dans les autres universités, ils commencent à l'heure 10. Donc, si vous avez, disons, cours de 10h à midi, en général, ça commence à 10h10 et ça termine à 11h. Il y a une pause de 10 minutes, on reprend à 11h10 et puis on termine à midi. Ici, on va un petit peu changer les protocoles de 2 heures. Les cours vont commencer un petit peu plus tard, autour de quart ou de 20, en manière telle que ceux qui ont cours avant vous puissent sortir dans l'ordre, et comme je vous l'ai dit, sans effet d'agglutinement, donc dans une logique de file, parfois par une autre porte que celle dans laquelle ils sont entrés, et que ceux qui entrent puissent également entrer sans logique d'agglutinement, donc dans une perspective de file. Et puis, l'enseignante ou l'enseignant vous donnera en gros 1h30 de cours et terminera plus tôt qu'à l'accoutumée, c'est-à-dire un quart d'heure avant, donc dans mon exemple à midi moins quart, pour vous permettre de faire deux choses. D'une part, de laver votre tablette comme je vous l'ai dit, et d'autre part, de sortir dans l'ordre et dans une logique de file, sans bousculade et sans effet d'agglutinement. Donc, voilà un petit peu donc, les conditions dans lesquelles nous allons travailler. Évidemment, c'est un peu spécial, c'est tout à fait nouveau, mais c'est une situation qui s'impose à vous et à nous, et c'est pas comme si on avait le choix, et on vous l'a dit, on va d'abord veiller à la santé de tout le monde, à la santé des personnels, à la santé des étudiantes et des étudiants. On veut bien évidemment, même dans cette situation difficile, continuer nos missions et en particulier permettre aux étudiants qu'ils bénéficient des meilleurs apprentissages. Et on veut, je vous l'ai dit, essayer qu'au maximum les étudiants puissent bénéficier d'apprentissage en présentiel
hein. Il y a beaucoup d'apports par le présentiel, mais ça se fait moyennant un certain protocole et une certaine discipline. Donc, il faut vraiment respecter ce protocole parce que si on ne respecte pas ce protocole, vous et nous, on va tout de suite malheureusement se retrouver alors comme lors du dernier quadrimestre, c'est-à-dire pour l'essentiel en distanciel. Et nous, on ne veut pas ça. On veut voir nos étudiants, on veut rencontrer nos étudiants, on veut voir ce qui se passe dans l'auditoire, les dynamiques d'auditoire. Et puis, bien sûr, il y a aussi des apprentissages informels par la présence sur l'auditoire, par la présence sur le campus. Donc, c'est vraiment important que chacun et chacune d'entre nous, on respecte très strictement les protocoles sanitaires que je viens de vous dire. Donc, voilà un petit peu les conditions de la rentrée. Donc, encore une fois, pour tous les aspects plus liés à votre filière, il y aura une séance d'information le lundi 14. Pour le département de sciences politiques et pour la filière de sciences politiques en BA1, il y aura 2 séances d'information. Pourquoi? Et pour la raison que je vous ai déjà dite, c'est que sciences politiques, c'est une grande cohorte, donc il y a beaucoup d'étudiants, donc on a divisé la cohorte en 2. Les étudiants de A à K et les étudiants de L à Z. Et donc les étudiants de A à K auront le lundi à 9 h, et dans la foulée, les étudiants de L à Z auront le lundi à 10h15 la deuxième séance. C'est exactement la même séance, mais c'est justement pour que chacun et chacune puisse bien avoir une séance, mais en même temps en respectant cette logique de protocole sanitaire. Tout cela sera bien en ligne sur le site de la faculté, bien en ligne sur les sites des départements. Par ailleurs, l'université vous donnera plein d'informations et l'université a par ailleurs une page dédiée à la crise du coronavirus où nous actualisons très régulièrement les choses qu'il faut savoir en matière de vie sur le campus. Donc voilà un petit peu les conditions de la rentrée. Je vous dirais, dans une certaine mesure, pour nous, c'est une rentrée comme d'habitude, c'est-à-dire on attend avec impatience, entre guillemets, nos étudiantes et nos étudiants. On attend avec impatience de les découvrir. On a vraiment envie de vous apprendre plein de choses et on a aussi envie que vous nous appreniez plein de choses. Et puis bien sûr, en même temps, c'est une rentrée à nul autre pareil dans les conditions dans lesquelles nous vivons et on espère, mais on ne peut pas faire plus qu'espérer et nos chercheurs travaillent dur pour l'atteindre, que l'amélioration des thérapies ou l'arrivée du vaccin permettront qu'au deuxième quadrimestre, les choses seront encore plus normalisées. Voilà un petit mot sur les conditions de la rentrée. Alors, je vous donne maintenant quelques informations ou plutôt quelques conseils pratiques. Donc, d'abord, quelques informations. Chaque faculté a un guide de l'étudiant. Donc, vous allez recevoir un guide pratique de l'étudiant en format papier, mais il est bien sûr disponible sur le site web de la faculté. Donc, vous pouvez aussi le télécharger. Vous y retrouverez plein d'éléments de calendrier, plein d'informations pratiques. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Alors, deuxième information, alors ce n'est pas une information pratique, c'est une information fondamentale pour vous. Pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez maintenant, vous rentrez en BA1, mais ça peut être la même chose pour les étudiants qui rentrent en Master 1, qui viennent d'ailleurs. Comme vous le savez, une année académique, c'est ce qu'on appelle 60 crédits ECTS. Donc, c'est un système de points, 60 crédits ECTS. Et pour réussir une année académique, il faut réussir 60 crédits ECTS. Vous le savez sans doute, les étudiants qui ont atteint moins de 60 crédits, c'est-à-dire qui n'ont pas obtenu la note de 10 dans tous les cours, peuvent éventuellement se retrouver avec 55 crédits, 50 crédits ou 45 crédits et passer à l'année suivante. Alors, je voudrais juste vous dire que la réussite d'une année, c'est la réussite de 60 crédits. C'est-à-dire que, bien sûr, si vous avez 45, 50 ou 55 crédits, vous pouvez passer dans l'année suivante ce qu'on appelle en poursuite de cursus avec le reliquat à faire 5, 10 ou 15 points CTS. Mais
il faut bien avoir en tête, il faut bien avoir en tête que c'est plus dur par la suite de réussir si vous avez des reliquats. C'est plus dur de réussir pour au moins deux raisons. La première, dites-vous bien, c'est assez logique. Si vous avez passé une année réussi 45 crédits, ça veut dire que l'année suivante, vous devez en réussir 75, 30 de plus que ce que vous avez fait la première année. Imaginez-vous ce que ça veut dire. C'est que c'est 2/3 en plus que ce que vous avez réussi la première année. Donc ça, c'est tout à fait fondamental à avoir à l'esprit. Reporter, c'est, comme on dit, alourdir son sac à dos. Et quand on alourdit son sac à dos, en général, on marche moins vite. Donc, soyez bien sur la logique. La réussite et l'idéal pour avoir un parcours sans embûches, c'est de réussir 60 crédits. Ne vous dites pas, comme beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui rentrent à l'université, je vise les 45 crédits. C'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil basé sur de l'observation. C'est-à-dire que, bien sûr, nous avons des statistiques de réussite et nous observons que la probabilité de réussir ces 3 années de BA est beaucoup plus forte quand l'étudiant a réussi ses 60 crédits dès la première année que quand l'étudiant a réussi ses 45 crédits la première année, ou en général, alors il a besoin d'une 4e année, voire assez régulièrement d'une 5e année. Donc soyez bien, si vous le considérez comme tel, soyez bien ancré dans l'idée, la réussite d'une année, et tout particulièrement la première année, c'est 60 crédits. Ça vous permet d'avoir une 2e année du même acabit que la première. Si vous avez 75 crédits la 2e année, c'est compliqué. Alors je viens à mon 2e élément. Pourquoi c'est compliqué aussi? Parce que si vous avez 75 crédits, vous rentrez dans une logique où vous avez de plus en plus ce qu'on appelle des conflits d'horaires. Vous avez des cours de 2e année qui parfois vont se dérouler en même temps que le cours de première année que vous devez repasser. Et donc, ça devient compliqué pour vous. Et ça peut même se poser pour l'examen. Donc, tout ce qui peut faire en sorte que vous ayez le moins de complications doit être pris. Et ce qui peut être pris en la matière, c'est de réussir ces 60 crédits ECTS. Voilà, ça c'est une recommandation forte que je vous fais. Je pense que vous feront tous les enseignants, je pense que vous feront tous les responsables de l'ULB, que vous feront tous les pédagogues. Et nous savons bien, nous avons des enfants, on discute beaucoup avec eux, on a des copains des enfants. Il y a ce discours, ouais, je vise 45 crédits. C'est un mauvais discours. D'après moi, pas rien que d'après moi, c'est un mauvais discours. Soyez bien ancrés. J'essaye d'atteindre les 60 crédits. Et si un accident peut arriver, oui, vous aurez peut-être un cours de rattrapage, mais c'est beaucoup moins que 3. Donc, soyez bien, je vise le maximum. Et s'il y a un accident, ce sera un tout petit peu moins que le maximum, mais pas viser le minimum. Alors, deuxième chose, quand on regarde les statistiques à l'ULB, et quand on regarde la situation, qu'est-ce qu'on observe dans la réussite des examens? C'est qu'en gros, les auditoires et les profils se divisent en 3. Il y a 2 grands profils, 2 très grands profils. Ceux qui ont 10 et plus, très grand profil, et ceux qui ont une note de présence. Et ceux qui échouent de peu, en fait, c'est le 3e profil, mais c'est une minorité, vraiment une petite minorité. Donc, un des enjeux très importants pour vos études, vraiment très important, c'est de bien rester accroché à vos études, de ne pas, entre guillemets, vous échapper, de ne pas se disperser. Donc, l'université, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Et donc, on peut faire plein de choses, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a ces cours, il ne faut jamais oublier qu'il faut étudier ces cours, qu'il faut aller aux cours, j'y reviendrai dans un instant. Et donc, ne pas s'échapper, ne pas avoir une liberté trop absolue qui s'échappe des cours et de l'enseignement. Parce que, en fait, la plupart des échecs, c'est juste des étudiants qui à un moment décrochent et puis ne savent plus raccrocher et terminent leur année en coulis. Donc ça, c'est une deuxième grande recommandation que je vous fais, c'est de bien gérer votre liberté. Il faut vivre librement, il faut profiter de tout ce qu'offre l'université, et d'une forme de vie nouvelle. C'est une forme de vie nouvelle à l'université, mais il faut bien rester accroché à ses études. Ça, c'est très important.
La troisième chose, la clé du succès, je vous l'ai déjà dit avec le deuxième point, c'est de rester accroché à ses études. Et la clé du succès, il n'y a pas de miracle, hein, on ne croit pas trop au miracle, c'est le travail. Le travail surtout régulier. Hein, ce qui est très important, c'est de travailler régulièrement. Hein, je pense qu'aucun de vos enseignants va vous dire vous devez travailler de 8 heures à 20 heures, c'est pas ça l'idée. Le travail, c'est de suivre ses cours régulièrement, d'aller aux cours régulièrement et de réviser régulièrement. En manière telle qu'au moment de la session, il y a déjà beaucoup d'emmagasinés et surtout de régler tous les problèmes en amont. Hein, quand on a des cours, on a parfois des questions, il y a parfois des éléments qu'on ne comprend pas, des chapitres qu'on ne comprend pas, des sous-chapitres qu'on ne comprend pas. Et bien, dans ce cas-là, il faut le régler pendant l'année. Aller aux permanences, aller voir l'enseignant, il dit « j'ai pas bien compris cette explication-là », aller voir chez les assistants, aller voir au bureau d'appui pédagogique, hein, et de régler tous les problèmes de compréhension. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le cœur de l'étude, c'est-à-dire dans le cœur de la session, on a peu de temps et donc s'il y a des problèmes de compréhension, vous savez comme moi que étudier quand on ne comprend pas, ça prend beaucoup plus de temps. Donc il faut bien utiliser son temps et résoudre tous ces problèmes de compréhension. Et ça vous dit toute l'importance du travail régulier. Encore une fois, ça ne veut pas dire travailler des heures et des heures et des heures, mais avoir un travail régulier, lire régulièrement ses notes, lire régulièrement les PowerPoint, lire régulièrement le syllabus ou le manuel quand il existe. Voilà. Je ne veux pas être plus long. Ça, c'est les 3 grandes recommandations que je vous ferai parce que je dois vous dire, notre envie à toutes et à tous, vraiment notre envie, notre espoir, c'est que vous réussissiez. Hein, c'est vraiment que vous réussissiez. Nous sommes toutes et tous passés par l'université. On sait ce qu'elle nous a apporté. On sait que c'est extraordinaire ce qu'elle nous a apporté et on voudrait vous en faire bénéficier. On voudrait vraiment vous en faire bénéficier. Et donc, on travaille ardemment à ce que vous réussissiez. Mais bien évidemment, c'est un contrat et donc il y a 2 acteurs dans le contrat. Il y a nous, le personnel académique, le personnel scientifique, le PATGS, l'université de manière générale, et puis il y a vous. Et donc, c'est un chemin qu'on doit faire ensemble. Hein. Vous ne savez pas le faire seul, mais nous ne savons pas le faire seul non plus. Donc, c'est un chemin qu'on doit faire ensemble. Hein, et si on s'accroche bien ensemble, ben, vous réussirez vos études et je pense que vous en serez heureux. Voilà, maintenant, bien évidemment, je suis tout disposé à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, je regarde si j'ai un fil. J'ai un fil. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit. Je regarde, j'espère que je suis sur le bon fil, mais j'ai pas le sentiment que pour l'instant il y a des questions. Pascal, il y a 14 questions qui sont en attente. Alors, je ne vois pas le fil en fait. Le volet questions et réponses. Il y a une question sur un master en sciences politiques. Ok, attends. Ah, je suis sur New. Tu veux que je les lise? Oui, je vois, je vois. Oui, oui. Okay. Donc, sur le master en sciences politiques, comme je vous l'ai dit,
les étudiants, pardon, comme je vous l'ai dit, les enseignants savent, notamment pour les étudiants en mobilité, qu'il y aura un certain nombre de problèmes. Donc, on va faire un maximum sur l'université virtuelle par des supports et par des vidéos ou d'autres supports PowerPoint, vidéo, etc. Donc, je pense que commencer l'année académique en virtuel n'est pas un problème. Maintenant, ça dépend quand vous aurez l'opportunité d'arriver de Géorgie. Si c'est par exemple début octobre, je pense que ça ne pose pas de problème majeur. Bien sûr, si c'est en décembre, ça c'est plus problématique, notamment par exemple pour les travaux pratiques. Mais commencer l'année en virtuel ne me semble pas poser un problème, d'autant qu'on sait que c'est le moment où on devra le plus être dans une interaction partiellement en distanciel avec les étudiants. Alors, peut-on choisir d'avoir cours en virtuel même quand c'est notre tour en présentiel? Oui, vous pouvez, bien évidemment, vous pouvez. Bien sûr, il faut bien vérifier. Donc, quand c'est la logique des cohortes, donc A à K et L à Z, là, on sera vraiment en streaming. En revanche, quand vous serez dans des auditoires où tout le monde peut être présent, il n'est pas sûr qu'il y aura un streaming. Donc ça, il faut être attentif. L'enseignant, en général, mettra des supports sur le cours, mais dans ce cas-là, il n'est pas sûr qu'un streaming. Le streaming est vraiment organisé au moment où on doit vraiment diviser les auditoires en deux, A à K et L à Z. Et dans ce cas-là, bien sûr, si pour une raison soit d'occupation, soit de santé, vous ne savez pas être présent ou vous ne souhaitez pas être présent en présentiel, vous pouvez parfaitement suivre le cours en streaming sans aucun problème. Alors, pour ce qui est de l'année préparatoire, ce qu'on appelle dans le jargon l'année préparatoire pour le master en sciences de la population et du développement, en fait, elle est disponible sur le site web. Donc, si vous allez au programme Master en sciences de la population et du développement, vous verrez qu'il y a les conditions d'accès. Dans les conditions d'accès, il y a différents cursus de haute école et les cours préparatoires qui sont associés. Donc, vous aurez une information claire en la matière. C'est quasi automatisé. Alors, en ce qui concerne les exercices, donc ça c'est fait en début d'année. Donc, c'est l'enseignant. Bon, très régulièrement dans nos disciplines, les exercices ont surtout lieu au deuxième quadrimestre, ce qui va nous faciliter la vie. Mais si vous avez exercice au premier quadrimestre ou séminaire au premier quadrimestre, vous aurez une session d'information avec l'enseignant et à ce moment-là, ou l'enseignante, elle ou il vous dira les modalités de catégorisation ou de groupe auquel vous appartenez. C'est parfois sur une base assez simple, le premier nom, la première lettre du nom de famille, ou parfois sur une base volontaire où il faut remplir en ligne. Mais donc, c'est cours par cours, enseignant par enseignant. Comment saurais-je si un cours sera donné en présentiel ou en virtuel? Chaque enseignant va vous le signaler avant la rentrée académique, donc il faut vraiment aller sur le site web de la faculté, sur le site web du département et sur l'université virtuelle. Et là, vous aurez une information pour chaque cours. Est-ce que le cours est en présentiel avec alternance pour les étudiants? Est-ce qu'il est en présentiel pour tous les étudiants? Est-ce qu'il est en distanciel pour tous les étudiants? Donc là, vous aurez une information cours par cours, vraiment cours par cours. Et ce sera mis en ligne pour tous les cours dans le courant de la semaine prochaine. On essaye de se coordonner pour que ce soit cohérent. Donc, vraiment, ce sera disponible directement en ligne avant, bien sûr, la rentrée académique. Donc, pour ce qui concerne les modules d'apprentissage, bon, il n'y a rien d'ultra compliqué dans les modules d'apprentissage, mais néanmoins, il y a des tutoriels. Donc, vous verrez que sur l'université virtuelle, il y a des tutoriels pour éventuellement vous informer sur la manière de rejoindre une équipe Teams,
sur la manière de rejoindre un cours. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des tutoriels, mais je dois vous dire qu'il n'y a rien de particulièrement compliqué dans l'interface entre les étudiants et les étudiantes, que ce soit du point de vue de l'université virtuelle ou que ce soit du point de vue de la session Teams. Hein. On a désormais pour chaque cours création d'un groupe lié à notre cours et tous les étudiants qui sont inscrits au cours sont automatiquement inscrits à la session Teams et donc peuvent rejoindre l'équipe et peuvent rejoindre toutes les démarches qui se font par Teams. Donc, si vous êtes en quatorzaine, encore une fois, c'est le même principe que je vous ai dit, c'est-à-dire que bon, si vous avez des cours en hybride, hein, ce qu'on appelle nous des cours en hybride, c'est-à-dire une semaine sur deux en présentiel pour les étudiants, une semaine sur deux en distanciel pour les étudiants, pour l'enseignant c'est toujours en présentiel, ben là, vous pouvez simplement suivre les cours en streaming. Pour les cours où c'est en présentiel, encore une fois, ben, on sait que des étudiantes et des étudiants vont avoir des situations de quatorzaine. Donc, on a bien demandé aux enseignantes et aux enseignants de mettre en ligne des supports, soit le cours en capsule vidéo ou des parties de cours en capsule vidéo, soit des PowerPoint commentés, soit des documents qui éclairent le cours. Donc, on sait qu'il y aura cette situation et on va tout faire pour la rencontrer pour les étudiants qui sont dans la situation où soit ils ne peuvent pas assister au cours, soit par exemple ils sont en situation de quatorzaine. Est-ce que j'ai des conseils pour préparer sa rentrée en sciences politiques? De manière générale, ce que je vous recommande de manière générale, c'est d'essayer de suivre l'actualité, parce que la science politique n'est pas la science de l'actualité, mais on s'appuie souvent sur des exemples d'actualité pour illustrer un propos théorique. Donc ça, c'est toujours intéressant. Je dirais aussi, ce qui est intéressant dans notre discipline, c'est bien sûr la connaissance linguistique. Hein, 80% de la littérature est en anglais, donc c'est bien de pouvoir lire des textes en anglais. Et de manière générale, et ce n'est pas propre à la science politique, c'est d'essayer de lire. La lecture nous apprend beaucoup, les cours nous apprennent beaucoup, mais la lecture nous apprend beaucoup. Il y a, bon, en matière de sciences politiques, il y a beaucoup de livres, donc on commence, je dirais, par le plus abordable et puis fatalement on monte dans une certaine abstraction au fur et à mesure des études. Mais je dirais, si vous suivez régulièrement soit un journal télévisé, soit vous lisez un journal, c'est déjà une bonne préparation, je pense. Y a-t-il... Je ne comprends pas la question sur la bibliothèque, je suis désolé. Est-ce que faire une double licence est possible? Donc un double master, oui c'est possible. Oui c'est possible. Hein, donc vous pouvez faire un double. Bien sûr si vous êtes admis aux deux masters, hein, mais donc c'est parfaitement possible techniquement. J'attire juste votre attention que bien sûr c'est plus dur que d'en faire un pour au moins deux raisons. Hein. D'une part vous avez plus de cours donc plus d'examens. Et d'autre part, par définition, vous avez quand même régulièrement des chevauchements d'horaires, donc il faut un peu jongler. Et par définition aussi, ça demande un investissement plus fort de votre part. Donc, si j'avais un conseil, mais c'est vraiment juste un conseil, c'est de faire ce que moi j'appelle tête bêche, c'est-à-dire de commencer un master. Si ça se passe bien, la deuxième année de ce master-là, de s'inscrire à un autre master et en fait de faire deux masters en 3 ans. Parce que n'oubliez pas qu'en deuxième année du master, vous avez un mémoire à faire qui est quand même un travail assez conséquent. Donc je dirais, si vous avez vraiment envie de faire deux masters, je le ferai avec le décalage d'1 an, donc deux masters en 3 ans. C'est la recommandation que je vous ferai, mais par ailleurs, techniquement, il n'y a pas d'incompatibilité à faire deux masters.
Oui, il y a un cercle d'étudiants en sciences politiques. D'une certaine manière, il y en a même deux. Hein. Donc, il y a le cercle, enfin, c'est pas uniquement sciences politiques d'ailleurs, hein, c'est un cercle au niveau de la faculté. Il y a un cercle d'étudiants inscrits dans une logique d'activité culturelle et folklorique. Puis, il y a un cercle d'étudiants, le bureau étudiant, qui lui, est plutôt l'interface entre le département, la faculté et les étudiants et qui porte des questions liées à certains problèmes, organisation des examens, contenu des cours, horaire d'examen, des choses comme ça qu'on a, vous pouvez l'imaginer, beaucoup discuté pour l'organisation de la session d'examen de juin et d'août. Donc c'est à ça notamment que sert ce deuxième cercle qui est le bureau étudiant. Donc, l'accès à l'outil Teams. Donc, Teams est lié, enfin, donc, il y a un partenariat entre l'ULB et Teams. Donc, dès que vous avez votre adresse email, qui est en général votre prénom, votre nom, @ulb.be, ben, vous pouvez vous enregistrer sur Teams. Et comme je vous l'ai dit, pour tout votre cursus, dès lors que vous êtes inscrit à un cours, vous serez automatiquement inscrit à l'équipe du cours et donc ça vous permet de suivre les cours qui sont donnés en distanciel ou par exemple des sessions de permanence. Moi, c'est ce que je fais pour mon cours, mon gros cours. Je fais des permanences collectives. Hein, je vais donner cours en présentiel, mais je ferai des permanences collectives en distanciel. Pour ce qui est pour le master horaire, pour les masters horaires décalés, oui, a priori, ces masters sont conçus pour permettre à des étudiants qui ont une occupation professionnelle de pouvoir les suivre. Donc, ça veut dire qu'en termes d'horaire, les cours commencent au plus tôt à 17 h et ont lieu en soirée donc et ont lieu le samedi. Alors, ça dépend un peu, évidemment, parce qu'on a un master en sciences du travail à horaire décalé et un master en sciences politiques à horaire décalé. Donc, il y a des logiques un tout petit peu différentes, à Bruxelles et à Charleroi d'ailleurs. Mais on a essayé aussi, on a essayé de penser l'horaire pour que les étudiantes et les étudiants, parce qu'on sait bien sûr qu'il y a quand même un nombre appréciable qui est en situation professionnelle, n'aient pas cours tous les soirs. Mais ça suppose qu'ils aient cours le samedi matin notamment. Donc, on a essayé de faire lundi, mercredi, vendredi et samedi, si je me rappelle bien. Donc, mais c'est suivable pour les étudiants et les étudiants qui sont déjà engagés dans la vie professionnelle. Donc, si vous venez de zone rouge, a priori, vous êtes en 14-1. Hein, donc, voilà. Après, il faut suivre ce que dit le SPF, ministère des Affaires étrangères belge. Mais si vous venez de zone rouge, a priori, vous devez vous mettre en 14-1. D'où que vous venez. Donc, sur le master, donc, pouvez-vous nous parler du master en cours du soir? Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a deux. Il y a un master en sciences du travail, un master en sciences politiques. Le master en sciences politiques est un master qu'on a essayé de profiler pour des étudiantes et des étudiants en cours du soir. Donc, on a beaucoup travaillé ces 2 dernières années, d'ailleurs, sur ce master, d'un double point de vue. Le premier que j'ai évoqué il y a quelques instants, c'est de penser l'horaire par rapport aux étudiants, et donc de demander aux enseignants certains horaires. Donc, par exemple, moi, je donne cours dans ce master aussi en horaire du soir, et ce qu'on a fait aussi, bon, je vous l'ai dit, on essaie que les étudiants n'aient pas cours tous les soirs, et on essaie aussi d'utiliser les plages horaires de la manière la plus optimale. Donc, par exemple, plutôt que de faire 12 fois 2 heures en soirée, je fais 8 fois 3 heures en soirée, ce qui permet que les 4 dernières semaines du quadrimestre, les étudiants n'aient pas cours. Le jour où je donne cours, qui est pour moi le jeudi soir. Donc, ça, c'est l'aspect, je dirais, organisationnel. Sur l'aspect pratique, donc, on a essayé de penser un programme des cours, bien sûr, à la lumière du fait qu'on a un public un peu plus spécifique, notamment qui travaille en journée, ou sinon, bah, vous avez des cours du même acabit que ceux des étudiants en horaire de jour, hein, donc c'est à peu près la même chose.
Là, il y a deux différences par rapport aux étudiants qui ont cours en horaire de jour, en tout cas la majorité d'entre eux. C'est que vous avez un séminaire préparatoire à votre travail de fin d'études qui est spécifique, et vous avez non pas un mémoire, mais ce qu'on appelle un travail de fin d'études, c'est-à-dire quelque chose qui est moins lourd et moins important en quantité. Un mémoire, chez nous, c'est en général 30 ECTS, donc c'est quelque chose de très conséquent. Puisqu'une année c'est 60, si vous avez un mémoire à 30, bien sûr, ça vous indique le caractère conséquent du mémoire, tandis que le travail de fin d'études est de 15 ECTS. Donc il est moins lourd en attente de travail et en taille. Donc un mémoire, ça dépend un peu les filières, mais pour un horaire de jour chez nous, c'est une soixantaine de pages, et pour l'horaire décalé, le TFE, c'est une trentaine de pages. Donc, les séances, il n'y en a pas qu'une, information en sciences politiques, je peux même vous les dire si vous voulez. Donc, pour le bachelier, comme je vous l'ai dit, si vous êtes de A à K, c'est de 9h à 10h le lundi 14 à l'auditoire H2215. Et pour ceux qui sont de L à Z, en première lettre du nom de famille, c'est de 10h15 à 11h15. Après, vous aurez aussi une séance d'information pour les masters, et là, ce sera affiché sur le site web. Donc, pour les bacheliers, AAK lundi 14 au H2215 de 9h à 10h, et LAZ de 11h15, de 10h15 pardon, à 11h15. Ai-je déjà une idée de comment vont se dérouler les examens de première session? Oui, à plusieurs égards, j'ai une idée, mais ça ne va pas dépendre que de moi. On espère pouvoir organiser les examens de première session en présentiel. Alors bien sûr, encore une fois, les examens de première session, c'est en janvier, donc nous sommes début septembre, donc dans 4 mois, plus de 4 mois. Donc on ne sait pas exactement quelle sera la situation, mais l'ambition de l'institution, c'est de tout faire pour atteindre deux objectifs. Le premier, c'est qu'il y ait plus d'évaluation en continu quand c'est possible compte tenu du nombre d'étudiants, pour qu'il y ait moins d'examens stricto sensu lors de la session de janvier, donc d'essayer d'avoir plus une logique d'évaluation en continu. Mais ça dépend bien sûr du nombre d'étudiants dans le cours. Et le deuxième, c'est pour la session d'examen de janvier, essayer de faire en sorte que les choses se passent en présentiel. Donc on va avoir un travail logistique à faire parce que ça va supposer de trouver des auditoires encore non prévus à cet effet pour l'instant, donc de les préparer à pouvoir supporter une session d'examen. Donc notre espoir, c'est que l'essentiel, sinon toute la session d'examen de janvier, puisse se dérouler en présentiel. À défaut, bien sûr, peut-être qu'on devra faire un certain nombre d'examens en distanciel. Bon, là, on a éprouvé deux fois cette situation. Une première fois fin mai, début juin, et une deuxième fois maintenant durant le courant du mois d'août. Il y a des avantages et des inconvénients, mais même en situation d'urgence, comme on l'a connu fin mai, début juin, on a quand même pu faire une session d'examen sans anicroche, je tiens à vous le dire. Il y a eu un engagement extraordinaire de tous les services de l'ULB, de l'administration générale, et donc on a pu faire une session d'examen sans aucun problème majeur. On a eu des petits problèmes de temps en temps de connexion, mais bref, et sans grande ampleur, et on n'a eu aucun problème majeur. Donc, on espère pouvoir le faire totalement en présentiel. Peut-être que certains examens auront lieu en distanciel. C'est vraiment absolument impossible de vous répondre à ce stade-ci. Mais par hypothèse, on devrait quand même faire du distanciel. On a bien sûr examiné tous les petits problèmes. Il n'y en a pas eu tellement, mais enfin, il y en a quand même eu quelques-uns. On va tenir compte de ces petits problèmes, mais on n'a pas eu de problème majeur. Donc, on est assez confiant aussi pour le cas échéant, pouvoir faire une session d'examen en distanciel, en tout cas, ou éventuellement partiellement en distanciel, cohérente pour les étudiants et pas stressante. Y a-t-il du poulpe à la cantine? C'est très rare, mais après, je ne vais pas tellement souvent à la cantine, mais c'est assez rare parce que le poulpe est assez cher en réalité.
est-ce qu'il faut remplir des conditions pour être accepté à l'ULB? Ça, c'est une question générale, mais je vais essayer de vous répondre. Donc, si vous êtes étudiant de la communauté, enfin, si vous avez terminé vos études secondaires en communauté flamande ou en communauté française, technique ou générale, il n'y a aucune condition, sauf bien sûr si vous voulez vous inscrire dans certains programmes. Bon, c'est pas notre faculté, mais en bachelier de l'ingénieur, il faut réussir l'examen d'entrée. En bachelier en médecine, il faut aussi réussir l'examen d'entrée. Et pour certaines études, il y a un tirage au sort, mais ça ne concerne pas notre faculté parce que par rapport au nombre d'étudiants, ça concerne en particulier, si je ne me trompe pas, le bachelier en sciences vétérinaires et le bachelier en logopédie. Mais sinon, si vous êtes dans les conditions d'avoir terminé des études de la communauté flamande et de la communauté française, vous pouvez vous inscrire en bachelier. Si vous êtes dans une autre situation, il y a deux possibilités. Soit il y a une... Alors, si par exemple vous avez terminé vos études secondaires en dehors de la communauté flamande ou de la communauté française, là vous devez introduire une équivalence de diplôme à celui de enseignement secondaire supérieur général de la communauté française. Donc ça c'est vraiment important. Si vous êtes en dehors de ce périmètre-là, soit vous êtes dans un mécanisme d'accession automatique, hein, par exemple, je ne sais pas, vous avez fait le bachelier en sciences politiques à l'Université Saint-Louis, vous avez accès automatiquement au master en sciences politiques à l'ULB, ou l'inverse, hein, bien sûr. Donc là, vous avez des accès automatiques, et parfois, vous n'avez pas d'accès automatique, et alors là, c'est sur ce qu'on appelle dossier d'admission, et dans les dossiers d'admission, il y a encore deux circonstances, soit vous avez une admission quasi automatique parce que le département ou la filière a prévu un certain nombre des cas d'école et on ne doit pas examiner le dossier, c'est traité automatiquement. Et si ce n'est pas prévu, alors c'est un jury qui examine. Donc moi, par exemple, je suis le président du jury d'admission des masters en sciences politiques et en fonction des dossiers que je reçois, je dis oui, je dis non, je dis oui moyennant telle condition. Donc voilà un petit peu une réponse générale à une question générale. Oui, oui. Donc, y a-t-il des séances d'accueil prévues pour les gens qui rentrent en master et qui découvrent l'ULB? Oui, il y aura des séances d'accueil pour les masters aussi parce qu'on sait qu'il y a des étudiants, bien sûr, qui n'ont pas fait leur bachelier à l'ULB et qui donc ont besoin et méritent aussi une information. Donc, vous regardez sur le site web des départements et de la faculté la semaine prochaine et vous aurez le calendrier des séances d'accueil pour les masters également. Alors, est-ce que les étudiants en sciences humaines et sociales auront 2 séances d'accueil? Je vais vous le dire tout de suite. J'ai une idée, mais je ne veux pas vous mentir. Donc, non, il n'y en aura qu'une. Elle a lieu, je voulais m'en assurer, hein, parce que je connais la population des bacheliers en sciences humaines et sociales, donc j'étais presque sûr de la réponse, mais pour être sûr, donc non, elle aura lieu le lundi 14 à 12h45. Il y a une seule session. Non, vous ne devez pas vous inscrire pour les cours en présentiel ou en virtuel. Donc, ce qu'on vous demande, donc on fait confiance aux étudiants et aux étudiants. Hein, donc, on fait confiance. On vous demande de bien respecter. Hein, je vous ai dit de bien respecter le protocole sanitaire et de bien respecter quand vous êtes dans la séquence présentielle, donc A à K ou L à Z, de pouvoir venir, mais si vous n'êtes pas dans la séquence, de ne pas venir. Donc, mais on vous fait confiance. Hein, on ne va pas commencer à vérifier les cartes d'identité, les cartes d'étudiants. Donc voilà, on vous fait vraiment confiance. Donc pour les étudiants internationaux, comme je vous l'ai dit, on sait qu'il y a ce problème-là. On a des gros partenariats il y a deux dimensions aux étudiants internationaux. Hein. Il y a les étudiants internationaux qui s'inscrivent dans nos programmes, et on en a beaucoup, hein, très franchement, en master en sciences politiques. 40% des étudiants sont des étudiants internationaux, donc on a beaucoup d'étudiants internationaux, et puis on a bien sûr les échanges, hein, ce qu'on appelle les Erasmus, mais qui n'est pas simplement Erasmus, on a plein d'échanges hors Erasmus. Donc, on sait qu'il y a cette situation-là,
Et donc, comme je vous l'ai dit, on essaye vraiment que tous les enseignants et tous les enseignants essayent à minima, vraiment à minima, de mettre beaucoup de support pour le cours. Mais vous verrez que il y a aussi des cours qui vont se donner en distanciel, donc vous pouvez les suivre en distanciel. Il y a des cours qui vont se donner en présentiel où il y aura le streaming, et puis il y a des cours qui vont se donner en présentiel où il y aura des capsules vidéo. Donc, on est parfaitement au courant que un nombre appréciable d'étudiantes et d'étudiants vont être en situation compliquée, notamment les étudiants internationaux, problème de visa, problème de trouver un logement, enfin voilà, problème de circulation des personnes, on le sait, donc on va vraiment tout mettre en œuvre pour que les étudiantes et les étudiants, même s'ils ne sont pas directement sur le campus, puissent suivre les cours à distance. Alors, on espère que vous pouvez et vous puissiez être là assez rapidement, mais on va faire en sorte qu'il en soit comme ça. Et je peux même vous dire qu'on fait des choses en partenariat avec certaines universités. Donc, pour vous donner un exemple, nous avons cette année, exceptionnellement, parce qu'ils sont eux-mêmes dans une certaine difficulté, noué un partenariat avec l'Université de Montréal pour que leurs étudiants puissent suivre nos cours en distanciel ou en streaming. Donc, les universités essayent aussi de s'aider mutuellement. Donc, voilà, situation exceptionnelle, on s'engage exceptionnellement. Je ne peux pas vous le dire autrement. Est-ce qu'il est possible de postuler à un doctorat si on a fait le master en 60? Il y a deux éléments à la question. En fait, pour pouvoir postuler à une formation doctorale et à un doctorat, il faut au minimum 300 crédits ECTS. En d'autres termes, pour répondre à votre question, si vous avez fait un bachelier de 180 et que vous faites un master 60 de 60 par définition, vous êtes à 240 crédits ECTS. Donc, dans ce cas-là, vous n'êtes pas admissible à la formation doctorale et au doctorat. En revanche, si par exemple, vous avez fait un bachelier de 180, vous avez déjà fait un autre master et vous faites le master 60, alors là, vous arrivez à un total minimal de 300, donc vous êtes admissible à la formation doctorale, même si vous avez fait le master 60. Donc, c'est surtout la question du total des crédits ECTS de toutes vos études qui doit atteindre au minimum 300 pour être admissible à l'inscription au doctorat. Alors, pour le master en sciences de la population et du développement, et ce que je vais vous dire là vaut pour, de manière générale, vaut pour toutes les filières. Donc, dans la plupart des filières, enfin à peu près toutes en réalité, sauf en première année parfois, mais vous avez donc un bloc de cours obligatoire et un bloc de cours optionnel, hein, ou d'autres choix à faire. Par exemple, pour le bachelier en sciences politiques, vous devez choisir si vous faites le bachelier unilingue français, bilingue français-néerlandais, bilingue français-anglais ou trilingue. Donc ce choix, vous devez le faire dans le courant du mois d'octobre. Donc vous recevrez un email des secrétaires, et donc c'est la même chose pour les cours obligatoires ou les cours à option. Vous devez nous dire quel cours à option vous avez choisi. Et donc, ce choix, vous le ferez pendant le courant du mois d'octobre en général. Donc, c'est vraiment dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre que vous le faites, en manière telle que vous puissiez faire un minima deux choses, examiner le contenu des cours qui pourraient vous intéresser, voir pour ceux qui se donnent au premier quadrimestre y assister, et bien sûr, voir aussi un peu les compatibilités d'horaire. Et donc, dès la rentrée académique, vous aurez sur notre interface d'horaire, auquel vous aurez accès, qui s'appelle Géol, ben, vous aurez pour chacune des semaines de cours, votre horaire de cours potentiel. On met là tous les cours obligatoires et les cours optionnels. Donc, ça vous permet de voir ce qui est faisable de votre point de vue par rapport aux cours obligatoires, par rapport aux différents cours optionnels et éventuellement par rapport à des obligations que vous auriez. Certains étudiants sont jobistes étudiants. Parfois, évidemment, ça
ça peut affecter leur choix de telle ou de telle option. Et donc, c'est pas immédiatement, c'est dans le cadre, c'est dans le courant du mois d'octobre que ça intervient. Oui, vous aurez des livres à lire, oui. Et bien sûr, les services de la bibliothèque sont ouverts. Donc, en la matière, je vous dis deux choses. Donc, bien sûr, la bibliothèque sera ouverte. Vous aurez la possibilité d'emprunter des livres. Vous aurez la possibilité d'y travailler. Bien sûr, dans le cadre d'un protocole sanitaire à respecter. Hein, donc, toutes les places ne seront pas occupables en même temps. Donc, ça, c'est pas comme à l'accoutumée. Mais vous aurez la possibilité d'accéder aux livres et de les emprunter. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui pas mal de ressources en ligne, un très grand nombre d'articles scientifiques, aussi un certain nombre d'ouvrages. Donc peut-être qu'un certain nombre de livres que vous devrez lire seront des ouvrages par ailleurs accessibles en ligne. Mais en tout état de cause, les services de la bibliothèque, déjà maintenant, sont accessibles. Hein, et le service du prêt a repris et le service du travail en bibliothèque a repris. Mais on sera dans cette logique de protocole et notamment ce que je vous ai dit en début, c'est que on doit tout le temps veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps sur le campus. Hein. Donc, ça fait partie de... On n'est pas trop inquiet là-dessus, mais on doit néanmoins veiller, mais sinon, les services de la bibliothèque sont normalement accessibles. Est-ce que je peux travailler en France, enfin, être en France jusqu'au 31 décembre Je dirais que ça dépend un peu de votre cursus. C'est pas complètement inimaginable. Hein. Et encore une fois, je vous ai dit, on sait qu'il y a ça. Après, bon, l'idée quand même, comme je vous l'ai énoncé en début de présentation, c'est qu'on essaye au maximum d'être dans une certaine normalité. Donc, une des idées qu'on a, c'est qu'il y ait quand même du présentiel pour les étudiants. Donc, voilà. Après, je vous ai dit aussi qu'on s'engage beaucoup parce qu'on sait que des étudiants ne peuvent pas assister aux cours, en particulier des étudiants qui auraient des problèmes de santé, et on doit bien sûr en tenir compte. Donc, par hypothèse, c'est pas complètement inimaginable de ne pas être en Belgique jusqu'au 31 décembre. C'est quand même pas une situation idéale. Je peux pas vous dire autrement. Hein, donc, parce que notamment en master, dès le premier quadrimestre, il y a des travaux pratiques, donc il y a ces aspects-là. Mais voilà, tous les enseignants savent qu'ils devront être entre guillemets plus souples qu'à l'accoutumée sur un certain nombre de protocoles d'apprentissage. Quels sont les cours qui suivront la division des groupes A et K? Mais ces cours seront A, K, L à Z, ces cours seront affichés. Donc en fait, les cours concernés sont juste des cours où le nombre d'étudiants rend impossible qu'il y ait une place sur deux dans l'auditoire et surtout, le nombre d'étudiants ferait que justement on risque de dépasser ce qui est acceptable en nombre de personnes sur le campus. Et donc, pour chaque cours, hein, et c'est pas uniquement pour les cours qui seront divisés en deux, pour chaque cours, vous aurez une présentation de la situation. Situation A, K, L, Z, présentiel pour tout le monde, distanciel pour tout le monde. Pour chaque cours, vous aurez un éclaircissement la semaine prochaine. Alors, pour ceux qui ne seront pas inscrits encore à l'ULB au début de l'année académique, c'est un peu compliqué, objectivement. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est écrire à l'enseignant pour lui demander qu'il vous inscrive temporairement à deux choses. D'une part, à l'université virtuelle, d'autre part, à la session Teams. Parce qu'effectivement, votre accès à l'université virtuelle et votre accès à la session Teams est lié à votre adresse email ULB. Donc, on sait qu'il va y avoir ça. Donc, qu'il va y avoir des étudiants qui n'auront pas encore leur adresse email. Donc, on s'attend à ce que des étudiants inscrits mais n'ayant pas encore leur adresse email nous écrivent pour demander ça. Et donc,
nous-mêmes, nous savons ajouter des étudiants aux sessions Teams, des personnes aux sessions Teams et des personnes sur l'université virtuelle. Mais néanmoins, si je peux donner une recommandation, c'est plus tôt vous êtes inscrit, plus tôt vous avez votre carte d'étudiant, plus tôt votre adresse email, vous avez votre adresse email, plus ce sera simple pour tout le monde. Ça, je peux vous le dire. Non, la cantine ne prévoit pas des menus spéciaux en fonction des convictions, mais en revanche, il y a différentes catégories de menus et différents éléments à la cantine qui vont du végétarien au sandwich. Voilà. Donc il y a différents types de plats qui sont offerts, mais ils ne sont pas articulés à une conviction en particulier, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Y aura-t-il des cours présentiels pour l'ensemble des étudiants ce premier trimestre? Oui, il y aura des cours présentiels dans certaines filières. Presque tous les cours seront en présentiel. Vous avez des filières avec un nombre d'étudiants qui le permet plus aisément. Donc, dans les filières où vous avez un nombre d'étudiants plus petit que dans d'autres, bah, l'essentiel se fera en présentiel. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que ça se fasse en distanciel, pour autant que c'est possible dans les locaux, mais ça dépend un petit peu de votre filière. Sur l'UV, si vous avez déjà votre adresse email, a priori, vous avez accès. Si vous avez un problème sur l'UV, vous verrez qu'au départ, il y a une adresse email que vous pouvez contacter si vous avez un problème d'accès. Je pense que c'est quelque chose comme support.ulb.be. Donc, regardez, ou sinon, envoyez-moi un mail et je vous envoie l'adresse en question. Ils n'ont pas encore répondu à ma candidature, puis-je commencer à suivre le cours en ligne? Oui, mais renseignez-vous peut-être où en est l'état de votre diplôme. Hein, mais vous pouvez suivre les cours en ligne en demandant l'accès à l'enseignant. Est-ce que je pourrais avoir un document de l'école reportant la date limite de présence au cours? Je ne comprends pas très bien votre question, donc si vous pouvez la préciser un petit peu. Alors, y a-t-il des cours pendant la semaine d'accueil? Donc formellement, la semaine d'accueil, je pense que enfin, ça va jusqu'au 19, je pense. Oui, les cours réguliers commencent le 15. Hein, donc on a mis des sessions d'accueil, vous l'avez vu, essentiellement le 14 pour les étudiants de bachelier, c'est-à-dire en anticipation de la rentrée. On n'a pas supprimé de cours la semaine du 14 au 19, justement pour qu'on garde ce côté de relative normalité. Hein, et d'autant plus que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un aspect qu'on va vivre au premier quadrimestre, c'est que au sens littéral, le nombre de minutes que les étudiants vont suivre avec un enseignant sera un peu plus petit qu'à l'accoutumée, puisqu'on va commencer un peu plus tard et on terminera un peu plus tôt. Certes, on fera sans doute pas de pause, mais au total, nos cours dureront un peu moins longtemps, donc c'était difficile pour nous de se dire, en fait, on va pas donner de cours la première semaine pour bien expliquer à tout le monde, alors que déjà, on va perdre un peu de temps dans les cours. Donc voilà, oui, il y aura cours dès la première semaine. Alors, pour le cours de néerlandais 3 en administration publique, pour quelqu'un qui n'a jamais suivi de cours de néerlandais, donc dans ce cas-là, le cours de néerlandais 3 n'est pas obligatoire, mais il y a un cours d'initiation au néerlandais. Donc, la responsable du master, Madame Goransson, vous en parlera lors de la séance d'information, où Madame Goransson et sans doute aussi Madame Thibault. Donc, on a ces circonstances où un certain nombre d'étudiants à l'international s'inscrivent au master en administration publique et bien sûr, il est très difficile de leur demander de suivre le cours de néerlandais 3. Donc, dans ce cas-là, on a une procédure spécifique
qui est une initiation en néerlandais. Alors, pour le bachelier en histoire, il y a 2 éléments de réponse que je peux vous donner. Le premier élément de réponse, au total, ça va dépendre combien d'étudiants sont inscrits en bachelier. Donc, traditionnellement, en première année du bachelier en histoire, on est autour de 130. Donc, on pense qu'a priori, il peut y avoir un nombre appréciable de cours en présentiel si on a bien les auditoires dans ce cas d'école de 260 places. Néanmoins, il ne faut pas oublier que, et c'est le deuxième élément de réponse, vous avez certains cours avec d'autres étudiants, d'autres filières. Par exemple, typiquement, histoire de l'art. Hein. Il y a un certain nombre de cours en première année du bachelier qui sont communs à histoire et histoire de l'art. Donc, dans ce cas-là, le nombre d'étudiants est plus grand et vous serez alors vraisemblablement soumis, entre guillemets, à la règle une semaine sur 2. Donc, A à K, L à Z. Est-ce que j'ai des conseils pour bien débuter le BA1 en philosophie? Outre mes conseils à tout le monde, c'est-à-dire de bien être dans la dynamique, de bien rester, entre guillemets, accroché, ce qui est très important, je crois qu'il y a 2 choses un tout petit peu plus importantes en philo que dans d'autres cursus, mais c'est quand même très vrai ce que je vous dis pour les 2 autres cursus. Le premier, c'est la lecture. Hein. On travaille beaucoup sur l'écrit en philosophie, donc la lecture est un élément, parce que vraiment l'écrit est très très important en philosophie, donc on travaille beaucoup là-dessus. Et le deuxième, en quelque sorte, c'est un tout petit peu s'exercer à ce qu'on peut appeler la logique formelle. C'est-à-dire, la logique formelle, il y en a une qui est bien connue, qui est les mathématiques. Hein. Il faut un raisonnement logique pour arriver à résoudre une équation, par exemple. Et donc, en philosophie, là aussi, il faut des formes de raisonnement logique pour appréhender la pensée d'un auteur. Je ne sais pas si vous prenez des auteurs contemporains comme Lévinas ou Foucault, enfin contemporains du XXe siècle, disons, ou Hegel au XIXe siècle, il y a une logique de raisonnement, ce que nous on appelle de la logique formelle. Donc, si je peux le dire ainsi, être peut-être dans des petits exercices de logique formelle. Et ce qui est très important en philosophie, bien sûr, c'est d'une certaine manière la qualité du raisonnement. C'est très articulé à ce que je viens de vous dire, hein, la logique formelle et la qualité du raisonnement, parce que vous aurez notamment un grand examen, hein, qui est, je crois d'ailleurs, le plus gros cours en nombre de CTS, un grand examen dont l'épreuve est une dissertation. Donc, qualité du raisonnement de logique formelle et qualité d'écriture sont des éléments importants. Donc, peut-être un peu se mettre ça en tête et se préparer. Voilà les conseils que je pourrais donner. Oui, à peu près tout ce que je vous ai dit est valable pour le master d'analyse interdisciplinaire de la construction européenne, sachant que c'est un master qui n'est pas organisé par notre faculté, mais qui est organisé par l'Institut d'études européennes, mais qui a un nombre d'étudiants qui permet sans doute pour l'essentiel d'être en présentiel. Donc vous aurez sans doute, sauf si l'enseignant a décidé de faire en distanciel pour des raisons notamment de santé, mais je pense que pour ce master-là, vous aurez quand même pas mal de cours en présentiel. Mais sinon, toutes les informations pratiques du protocole sanitaire, d'une éventuelle division AK, LZ, sont du même acabit, mais je pense que pour l'essentiel, vous serez en présentiel sur la semaine.
comment est-ce qu'on s'inscrit au cercle étudiant? Ben, le plus souvent, en y allant et en prenant entre guillemets, en prenant sa carte, c'est-à-dire, bon, il y a des cercles, il suffit de dire je souhaite être membre du cercle, mais le plus souvent, il y a une démarche d'adhésion. Souvent d'ailleurs, les cercles viennent vers vous, que ce soit des cercles culturels, des cercles folkloriques, des cercles politiques, oui, culturels, d'impro, des choses comme ça. Donc, ils viennent se présenter à vous et si vous êtes intéressé, ben, vous allez à eux. Donc, c'est une démarche. Bon, il y a parfois une cotisation, mais c'est en général une cotisation plutôt de registre symbolique, je crois. Pour suivre les cours trilingues, quel niveau d'anglais? Ben, il faut quand même comprendre à l'oral l'anglais. Si vous avez un doute, nous faisons des tests. Hein. Donc, si vous avez un doute, soit sur votre niveau de néerlandais, soit sur votre niveau d'anglais, vous pouvez faire un test avec les enseignants de langue. Par ailleurs, je vous dis aussi que pour le bachelier bilingue français-néerlandais, pour le bachelier bilingue français-anglais, pour le bachelier trilingue, il est aussi possible, enfin, il y a un accompagnement des professeurs de langue, à la fois des professeurs de langue néerlandaise et des professeurs de langue anglaise. Donc, c'est aussi, enfin, il ne faut pas avoir le dernier carat du niveau dans la langue pour suivre le bachelier bilingue ou un bachelier bilingue ou le bachelier trilingue. Et par ailleurs, il y a un accompagnement des enseignements de langue, des enseignants de langue. Donc, pour les bacheliers en histoire, j'ai répondu. Donc, pour les groupes, ben, ça, c'est les enseignants qui vont déterminer dans quel groupe vous serez affecté. Est-ce que l'ULB offre un accès à l'outil Office? Oui. Est-il possible d'avoir un cours en présentiel qui suit un cours en virtuel? Ah, ça, on essaye de faire que non. Hein, donc, c'est une de nos problématiques principales. C'est pour ça qu'on a bien fait pour tout le monde A à K et L à Z sur une semaine pour tout le monde dans la faculté. Et on a aussi organisé une coordination. C'est à ça qu'on travaille pour l'instant ardemment, je peux vous dire, pour éviter justement ce type de situation, que des étudiants aient un cours en virtuel, je ne sais pas, de 10 à midi et en présentiel de 12 à 14 heures. Donc on est occupé à travailler à la coordination pour éviter cela. Oui, vous pouvez participer à la semaine d'accueil, même si vous n'êtes pas encore inscrite officiellement, bien sûr. Donc oui, vous pourrez suivre des cours en ligne, mais encore une fois, il faudra demander à l'enseignant qu'il vous inscrive. Oui, il y a des cours de langue au programme et en dehors du programme que vous pouvez suivre pour le master, pour le bachelier en histoire de l'art. Alors, pour la question sur le master en gestion culturelle, dans ce cas-là, je vous recommande d'aller voir le président du jury, parce que vous pouvez vous inscrire comme élève libre à des cours, mais si c'est comme élève libre, vous n'avez pas accès à l'examen, et si vous voulez prendre le cours comme cours spécifique, vous devez payer un minerval supplémentaire. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de demander au président du jury s'il accepterait d'intégrer dans votre programme des cours déjà de la première année du master en gestion culturelle en parallèle de vos cours de l'année complémentaire. Donc le choix d'option, c'est au mois d'octobre. C'est au mois d'octobre les choix d'option. Je suis désolé, mais sur le certificat universitaire en management associatif à Charleroi, je n'ose pas vous donner des réponses parce que je sais qu'il existe, mais pour le coup, c'est pas organisé si vous voulez.
par la faculté, c'est organisé par le service de formation continue de la faculté. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'écrire à Monsieur Pierre Artois, A-R-T-O-I-S, donc pierre.artois.ulb.be, pour lui poser la question et lui pourra vous répondre, parce que là, c'est pas dans le périmètre des compétences de la faculté directement. Pour les bacheliers en sciences de psychologie, non, je ne sais pas vous renseigner. Je suis vraiment désolé. Donc là aussi, vous pouvez contacter la faculté des sciences psychologiques. Il y a un président de jury en première année du bachelier et lui pourra vous renseigner. Mais il y aura aussi, bien sûr, dans la faculté des sciences psychologiques, une séance d'information pour les premières années du bachelier en sciences psychologiques ou en logopédie. Est-ce qu'on a le choix entre le master et stage, entre stage et mémoire dans les masters? Non, 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 vous devez faire un mémoire. Tout le monde doit faire un mémoire ou un TFE, mais parfois ça se combine avec la possibilité de faire un stage. Oui, pour les changements d'options, ça doit toujours se faire en coordination, si vous avez déjà pris des options, en coordination avec le président du jury. Mais il est possible de changer d'option. La séance d'information pour sciences politiques aura lieu lundi 14, si vous êtes de A à K, de 9h à 10h15, si vous êtes de L à Z, de 10h15 à 11h, de 9h à 10h, et de L à Z, excusez-moi, de 10h15 à 11h15. Donc ça, j'ai déjà répondu. Possibilité de faire des doubles bacheliers en horaire aménagé. Donc en horaire aménagé, non. Il y a moyen de faire ce qu'on appelle de l'étalement, c'est-à-dire de faire une année en deux, mais en bachelier, il n'y a pas d'horaire aménagé. Vous pouvez faire un double bachelier, mais même réponse que tout à l'heure pour le master. C'est un engagement très fort c'est peut-être bien de commencer un premier bachelier, de voir si tout va bien et éventuellement, alors, l'année suivante, d'être en poursuite de bachelier de son premier et de s'inscrire en BA1 du deuxième. Moi, c'est plutôt ça que je recommande. Parce qu'à vouloir trop faire la première fois, on risque de perdre sur les deux tableaux. Mais chacun doit apprécier en fait la situation. Mais il n'y a pas d'horaire aménagé au sens propre du terme. Oui, il y a des syllabus en BA1 en sciences politiques. Donc, en fait, en principe, pour tous les cours de BA1, il y a un syllabus ou un manuel ou des notes très développées. Donc, oui. Donc, pour le master en sciences de l'éducation, il faut vraiment vous renseigner auprès de la faculté des sciences psychologiques, parce que là, je ne peux pas vous aider, malheureusement. Vous avez accès à l'université virtuelle à partir du moment où votre inscription est validée, donc que vous avez notamment votre adresse email. Alors, pour la décision d'admission dans un master, en fait, il y a deux étapes. Il y a une étape qui va en général assez rapidement, qui est celle je dirais du processus académique. Est-ce que le jury admet ou n'admet pas? Et puis, il y a l'étape de gestion du dossier. Et donc, voilà, éventuellement, vous pouvez écrire un mail au président ou à la présidente du jury, je ne pourrais pas vous dire qui c'est, mais c'est en ligne, et lui demander si à la première étape vous avez été admis. Comme ça, vous ne devez pas nécessairement attendre la décision de l'administration, parce qu'il faut savoir que voilà, on doit vérifier beaucoup de choses dans un processus d'admission d'un étudiant, et que c'est la période où il y a le plus de demandes, donc le service tourne pleinement, si je peux le dire ainsi, et donc il est très sollicité. Donc ce que je vous recommanderais, c'est d'adresser un mail à la présidente ou au président du jury pour examiner s'il a déjà traité votre dossier et quelle est la réponse. Et ça, elle peut vous dire. Après, si elle est positive, il faut néanmoins
vérifier que votre dossier soit en ordre administrativement. Donc oui, vous aurez une séance d'accueil, comme je vous l'ai dit, en fonction de votre, en BA1, en fonction de votre parcours. Je vais vous les dire, comme ça vous êtes au courant. Donc en sciences politiques, je l'ai déjà dit 2 fois, mais je le répète, pour les étudiants de A à K, c'est le lundi 14 de 9h à 10h. Pour les étudiants de L à Z, le lundi 14 de 10h15 à 11h15. Pour les étudiants en socio-anthropologie, c'est le lundi 14 de 11h30 à 12h30. Pour les étudiants en sciences humaines et sociales, c'est le lundi 14 de 12h45 à 13h45. Pour les étudiants en histoire, c'est le lundi 14 de 14h à 15h. Et pour les étudiants en histoire de l'art, c'est le lundi 14 de 15h15 à 16h15. Et ça va se dérouler dans le même auditoire. C'est l'auditoire H2215. Donc c'est au bâtiment H. C'est au bas de l'avenue Égée, pas tout à fait en bas, mais au bas de l'avenue Égée, et c'est le deuxième niveau, auditoire 215, l'auditoire Ferrer. C'est un auditoire très connu, donc vous verrez, tout le monde pourra vous indiquer où se trouve le H2215. Oui, il y a un orchestre à l'ULB. Oui, il y a un orchestre à l'ULB. On peut se procurer les syllabus de 2 façons, soit auprès de ce qu'on appelle la librairie des presses universitaires de Bruxelles. Là, c'est en haut de l'avenue Égée. Ce qui arrive aussi souvent, c'est que les cercles étudiants récupèrent les syllabus des étudiants de l'année précédente et les vendent aux étudiants, en général à un prix moins cher. Il faut néanmoins toujours vérifier que le syllabus est toujours valable, qu'il n'y a pas eu d'actualisation. Mais voilà, c'est les 2 modes utiles pour les étudiants. Je regarde parce que j'ai parfois les mêmes questions. Donc je vous rappelle, pour être éligible à un programme doctoral, il faut au total, il faut avoir un master, que ce soit un master 60 ou 120, mais il faut au total 300 crédits ECTS. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Je n'ai vraiment pas le temps pour l'instant pour un café, je dois vous dire. J'ai un boulot monstre, mais une autre fois, pourquoi pas. Alors, pour les jobs étudiants, il y a un service spécial, et donc où vous avez toutes les annonces qui existent pour les jobs étudiants à l'intérieur de l'université et à l'extérieur de l'université. Et puisque vous parlez d'enseignement, il y a notamment tout un service de l'ULB, c'est un projet qui s'appelle Scola ULB, qui est en fait un soutien de l'ULB avec des jobistes étudiants de l'ULB pour les élèves du secondaire. Donc si vous êtes intéressé par des dimensions pédagogiques, je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Donc, les horaires ils sont déjà partiellement en ligne, hein, je pense, et donc ils sont disponibles sur Géol. À tout le moins, ce sera clair dans le courant de la semaine prochaine. Mais déjà, pas mal est en ligne en réalité. Je vais juste vérifier que je ne suis pas trop long. Ok. Donc, on ne m'exclut pas encore, donc je continue. Alors, non, vous n'aurez pas nécessairement cours quand vous aurez cours en présentiel, vous n'aurez pas nécessairement cours toute une journée. On essaye en général que vous n'ayez pas simplement un seul cours par jour. Ça peut arriver, hein, mais on essaye. Donc,
par exemple, je prends l'exemple que je connais le mieux, mais en sciences politiques, vous avez une journée assez chargée le mercredi. Mais en revanche, je pense que le jeudi est une journée moins chargée, donc on essaie de ne pas faire des cours plic-ploc, même si c'est pas toujours aisé. Donc voilà, ça c'est un peu la logique de fonctionnement. Donc là, dans les moments où vous serez en présentiel, en général, ce sera plus que pour un cours par jour. Pour connaître votre horaire, vous pouvez déjà le connaître, même si je pense que même si vous n'êtes pas encore inscrit sur Géol, vous pouvez quand même voir les horaires que vous avez. Et le cas échéant, vous pouvez toujours téléphoner au secrétariat, donc il y a les numéros de téléphone sur le site web de la faculté, ou envoyer un mail à la secrétaire de la filière. Les secrétaires font un travail formidable et donc elles vous enverront les informations si vous n'avez pas directement accès. N'hésitez pas, hein, très franchement, on a un personnel qui travaille d'arrache-pied pour aider les étudiants et les étudiantes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur envoyer. Donc, j'ai bien compris. Donc, pour les groupes d'étudiants, les enseignants vous informeront. Donc, vous n'allez pas le savoir au départ. Fatalement, à un moment, l'enseignant dans son cours ou l'enseignante dans son cours va vous dire vous êtes de tel groupe pour telle et telle raison. Le plus souvent, quand c'est sans coordination avec les étudiants, c'est par la lettre alphabétique, la première lettre alphabétique du nom. Mais parfois, c'est sur d'autres critères. Mais donc ça, chaque enseignant, quand vous êtes concerné par un groupe, chaque enseignant va vous expliquer la logique de l'appartenance à un groupe. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il peut arriver, donc j'ai une question sur est-ce qu'il est possible que dans une même semaine, on ait du présentiel et du distanciel? Oui, c'est possible. C'est possible. Par exemple, si vous êtes dans la catégorie L à Z, que vous êtes en distanciel, mais que vous avez un séminaire où tout le monde peut participer en présentiel, mais dans ce cas-là, vous aurez du distanciel pour les cours où c'est hybride et du présentiel pour le séminaire où on peut tolérer un nombre suffisant d'étudiants. Donc, ça peut arriver, même si au premier quadrimestre, ce sera beaucoup moins fréquent, vraiment beaucoup moins fréquent, que par hypothèse au deuxième quadrimestre, si jamais c'est la même logique qui prévaut au deuxième quadrimestre. Pourquoi? Parce qu'en général, on a plus de séminaires, travaux pratiques dans les grosses cohortes au deuxième quadrimestre qu'au premier quadrimestre. Hein, puisque le premier quadrimestre est plus fondé sur les apprentissages, je dirais, de nature théorique, et le deuxième quadrimestre, on a les travaux pratiques adossés à ce qu'on a appris au premier quadrimestre. Donc, il y a une logique à ce qu'il y ait plus de travaux pratiques au deuxième quadrimestre qu'au premier quadrimestre. Est-ce qu'il y aura des baptêmes? Oui, sûrement. Bien sûr, toujours sur une base volontaire. Et sans doute un peu différent qu'à l'accoutumée. Hein, pour une raison simple, c'est que, je vous l'ai dit, c'est vraiment important pour nous de veiller à la santé de tout le monde, du personnel bien sûr, des étudiantes, et ce faisant des amis des étudiantes, des parents des étudiantes. Donc ça, c'est un principe très important pour nous. Hein, on est responsable et on doit veiller à la santé de tout le monde. Donc, bien sûr, les baptêmes dans leur configuration habituelle n'auront sûrement pas lieu dans leur configuration pleine habituelle. Après, on pourra sans doute, je suis prudent parce que ça dépend en fait qui prendra la décision. On ne sait pas encore quelle sera la personne qui sera recteur ou rectrice. Donc, il y aura une discussion avec le recteur. On peut imaginer un baptême dans une logique du baptême, c'est-à-dire une espèce d'initiation symbolique à une nouvelle vie, en quelque sorte, à un nouveau milieu, et on peut faire ça un peu différemment cette année. Donc, on va essayer de trouver une solution, mais
mais, parce qu'il y a un mais, toujours dans le respect d'un principe très fort qui est on doit faire attention à la santé des étudiantes et des étudiants. Et bien sûr, toujours sur une base volontaire. Donc, socio-anthropo, je vous l'ai dit, c'est le lundi 14 à 11h30 au H2215. Non, en sciences politiques, il n'y a pas de mineur. Psycho, c'est dans... Vous devez aller voir dans la faculté, sur le site web de la faculté des sciences psychologiques. Les TP sont divisés en groupes, oui. Donc, pour la finalisation d'une candidature, je vous ai répondu. J'ai vu que je me suis trompé dans le type d'établissement. Je ne comprends pas trop bien. Est-ce grave? Type d'établissement, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui me sont apparues, en tout cas dans mon fil. J'espère ne pas en avoir oublié. Donc, encore une fois, si vous avez des questions relativement à votre filière, n'oubliez pas notre faculté, mais chaque faculté, c'est la même chose. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a le site de l'université a un site web. Et donc, sur le site web, on va mettre un maximum d'informations. Il y a déjà un maximum d'informations sur le guide de l'étudiant. Et pour chaque filière, n'oubliez pas que vous avez un ou une secrétaire de référence. Vous pouvez lui téléphoner, vous pouvez lui écrire un mail. Je vous assure, on est, comme on dit, au taquet. Le personnel administratif fait un travail formidable. Le personnel académique travaille pour essayer d'avoir les meilleures solutions pour la rentrée académique. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, des inquiétudes, ce qui serait assez légitime, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous aurez encore, bien sûr, en relation avec votre filière, plein d'informations lors de la session d'accueil du 14. Par ailleurs, l'université organise elle-même plein d'événements en préparation de votre rentrée. Donc, vous aurez aussi encore plein de réponses à des questions que vous auriez, ou à des inquiétudes que vous auriez, ou à des désirs que vous auriez. Donc, voilà, le site web est une interface très importante. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour les cours, notre interface classique, c'est l'université virtuelle. Nous informons nos étudiants via l'université virtuelle et eux-mêmes nous sollicitent via l'université virtuelle. Pour les horaires, donc le site de référence, c'est Géol, G-E-H-O-L. Vous tapez Géol ULB sur Google et vous tombez sur notre site des horaires. Voilà, j'espère avoir pu répondre à vos questions. J'espère que j'ai pas oublié de questions. En tout cas, j'ai essayé de suivre le fil le plus possible. Donc, quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre présence d'abord. Je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue à l'ULB. Je pense que vous allez passer une année académique, certes spéciale au départ, indubitablement, mais vous allez voir, c'est une université absolument formidable, je pense. Des enseignants très engagés, un personnel scientifique très engagé et un PATG très engagé. Donc, on se réjouit de vous voir, en présentiel, on se réjouit de vous voir en distanciel quand il le faudra, et on espère vraiment que vous aurez l'occasion de réussir vos études. Voilà, bonne soirée à vous, et pour certains d'entre vous, à bientôt dans les cours. Au revoir.